J'ai perdu un bébé à l'âge de 4 mois de suite d'anémie. Vous savez, lorsqu'on décide d'adresser une problématique comme celle de la dépigmentation volontaire, on a un public qui est hostile à ce genre de message. Les nombreuses conséquences de la dépigmentation, c'est la résistance antimicrobienne, parce que les nombreux consommateurs ou utilisateurs de ces produits deviennent résistants aux corticoïdes, de fait de l'usage prolongé ou de l'automédication, parce que beaucoup utilisent ces produits sans prescription préalable des médecins. L'eau de la fontaine, on prépare avec. Il y a le puits qu'il faut javeliser avant de préparer pour que les enfants n'ont pas de problèmes de santé. Vous voyez les alentours là, tout est fermé. Au niveau des grillages, là, regardez les mailles du grillage. Aucun oiseau sauvage ne peut entrer ici. Et vous savez, ces oiseaux sauvages sont beaucoup plus des propagateurs des maladies. Quand ils m'ont parlé de ces maladies, les gens comment nous-mêmes qui sommes braconniers, nous sommes même auteurs qui provoquent beaucoup de maladies. Parce que quand moi je tue mon gibier, que ça peut-être l'Ebola, je peux tuer peut-être 1 million de personnes sans ne pas savoir. Répondre efficacement et durablement aux problèmes de santé publique, tant sur le plan national qu'international, demeure une véritable équation pour les gouvernements en matière de prévention, de gestion et de riposte aux urgences de santé, telles les épidémies et les pandémies. D'où l'approche Une seule santé ou One Health, développée par l'OMS. Cette approche tient en compte les relations d'interdépendance fondamentales entre la santé des êtres humains, des animaux, de la plante et des écosystèmes. Elle promeut en conséquence le recours à une collaboration multisectorielle, pluridisciplinaire et interculturelle pour adresser les défis majeurs que sont les événements et autres urgences de santé publique. Au Cameroun, à travers la plateforme Une seule santé, une synergie d'action a été mise en œuvre pour structurer et outiller la société civile à cette approche One Health, d'où la mise sur pied du ROCAM. À travers une trentaine d'organisations membres, le ROCAM participe de manière active à la sensibilisation, la prévention et la surveillance à base communautaire sur plusieurs problèmes de santé, principalement les maladies zoonotiques, la sécurité sanitaire des aliments, la résistance aux antimicrobiens et les effets liés au changement climatique. Visitons quelques-unes de ces interventions qui méritent qu'on s'y attarde. Bienvenue à l'est du Cameroun, dans la région du soleil levant. Nous allons à la rencontre de M. Antoine Koro Agnam, délégué du GIC Alumni, membre du ROCAM. Au sein de son organisation, nous avons rencontré une équipe dynamique, des volontaires communautaires qui se sont engagés à mener des actions de sensibilisation
et d'éducation des communautés. Dans le cadre de la lutte contre les maladies zoonotiques et associées, ils ont mis en œuvre un projet de mobilisation sociale à travers la création des comités de vigilance communautaire contre le monkeypox, en y associant tous les acteurs de la chaîne de commercialisation de la viande de brousse au sein de la communauté de Dandem et Dendeng à Bertois. On y retrouvera les chasseurs, les vendeurs et les consommateurs. Quand les zoonoses sont arrivés, il s'est avéré que j'étais déjà membre du ROCAM, parce que le ROCAM aussi, c'est cette organisation forte qui nous porte, nous les OA, elle qui nous porte. Et moi, je suis représentant du ROCAM au niveau de l'Est et notamment dans le Lom et Djerem. Nous nous sommes rassurés d'être entourés par des personnes fortes. Et quand je dis des personnes et des personnalités fortes, je voudrais d'abord dire ici que notre premier partenaire dans ce travail, c'est la délégation régionale de la santé. La délégation régionale, à travers la brigade des contrôles fait le suivi de cette lutte-là, en accompagnant également des organisations de la société civile, comme APED, comme le GIC à Lomé, qui également mène beaucoup d'actions sur le terrain pour sensibiliser les populations qui sont exposées, qui sont directement en contact avec les animaux, notamment les chasseurs. Et j'ai dû m'appuyer sur d'autres associations fortes comme moi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une expertise, n'est-ce pas, dans la sensibilisation pour la nutrition. Et je me suis dit qu'avec eux, on peut mieux atteindre les cibles. Les cibles qui sont qui? Les chasseurs, les vendeuses au marché, les intermédiaires entre les chasseurs et les vendeuses pour essayer de barrer la route à l'évolution, n'est-ce pas, des pandémies zoonotiques, notamment le monkeypox. Pour la mise en œuvre de ce projet, ils ont fait face à des difficultés majeures. La densité de la région et les habitudes existentielles des communautés qui dépendent en grande partie des produits de la chasse. Parce que les moyens d'abord nous font défaut. On ne peut pas partir d'ici. Je suis à Bertois. Il faut arriver à Lomé, il faut arriver à Mossok. L'Est est bêtement grand. Pour vivre chez nous, en particulier, c'est la chasse, la pêche qui nous font vivre. Ici chez nous, à l'Est, c'est le plat préféré. Dans plusieurs ménages, vous allez trouver que les gens consomment la viande de brousse 10 fois, 10 jours dans le mois. D'autres même 20 jours dans le mois. À Lomé, par exemple, je peux vous dire c'est 25 jours. Lomé, Mossok, dans toute la zone là, les gens consomment la viande correctement et bien. Plusieurs opérations ont été engagées par le GIC à Lumni pour réussir la mobilisation sociale autour de ces différents acteurs. Et j'ai dû m'appuyer sur d'autres associations fortes comme moi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une expertise, n'est-ce pas, dans la sensibilisation pour la nutrition. Et je me suis dit qu'avec eux, on peut mieux atteindre les cibles. Nous avons travaillé avec le GIC à Lumni pour contribuer à réduire les maladies du monkeypox dans la communauté. Quand ils m'ont parlé de ces maladies, les gens comment nous-mêmes qui sommes braconniers, nous sommes auteurs qui provoquent beaucoup de maladies. Parce que quand moi je tue mon gibier, que ça peut-être le Ebola, je peux tuer peut-être 1 million de personnes sans ne pas savoir. Donc cela dit, nous avons utilisé plusieurs stratégies. Des stratégies communautaires beaucoup plus. Donc les stratégies communautaires ont consisté déjà d'abord à toucher les leaders communautaires, les chefs religieux, les chefs traditionnels. Et dans ces communautés, nous avons organisé soit des causeries éducatives, des focus groups ou encore des counseling. Des counseling qui pouvaient être soit de groupe ou des counseling interpersonnels. Donc dans ces counseling-là, il était question d'éduquer, d'instruire les femmes sur les inconvénients qu'il y a à la consommation des viandes de brousse. Cette approche d'intervention a permis à ces acteurs communautaires de la chaîne de commercialisation de la viande de brousse de s'approprier ces enseignements, d'adopter des bonnes pratiques quant à ce qui est de la manipulation de la viande de brousse et de constituer ainsi des relais pour la sensibilisation et la surveillance des maladies zoonotiques. J'ai donné comment faire l'hygiène de la viande, comment entretenir la viande à partir de la forêt jusqu'en ville, quels sont les risques des maladies. C'est comme ça que plusieurs d'entre eux ont appris qu'à partir d'une chauve-souris qui a croqué un fruit, le fruit peut tomber. Par exemple, le fruit quitte d'un arbre fruitier pour le sol. Un paysan qui vient, il trouve un fruit mûr sur le sol.
il prend le fruit, il consomme, le voilà qu'il est malade. Mais les enjeux ici, ça veut le singe, la variole du singe. Alors la chauve-souris peut croquer un fruit, un singe est de passage, il consomme le même fruit, il est abattu par le chasseur, qui lui, à cause des traitements empiriques de la viande, attrape la maladie. Non seulement lui va prendre, il va contaminer aux autres villages, mais il va venir en ville, il va vendre à la dame qui va prendre ou le monsieur qui va prendre pour venir revendre aux revendeuses. Elles vont dépecer ça en pièces, elles vont revendre aux familles et c'est comme ça que la maladie va partir. Depuis que nous sommes descendus en communauté et que nous avons instruit ces femmes, nous avons conseillé ces femmes sur le mode de cuisson, l'hygiène sanitaire des aliments, la consommation adéquate, parfois même réduite. Elles ne sont plus obligées de consommer ces viandes tous les jours. Nous n'allons pas les demander de ne plus consommer, mais de réduire quand même les consommations en assurant une bonne hygiène de ces aliments. Le clou de notre formation avec les chasseurs, c'était surtout de leur dire que lorsqu'ils trouvent un gibier en brousse, une bête en brousse qui coule le sang, par exemple aux narines, aux oreilles, ou une bête qui est morte bizarrement, vraiment qu'ils alertent le chef de village, ou le pasteur, ou le prêtre le plus proche, afin que cela alerte, n'est-ce pas, le centre de santé le plus proche. Et le centre de santé le plus proche va saisir la délégation régionale. On va mettre sur pied une riposte forte. Parce que là, on peut encore contenir la maladie. Et quand on me parle de ces problèmes-là, moi, ça m'éveille et je suis tellement content. Parce que moi aussi, étant déjà informé, ensemble, nous pouvons entrer même avec les frères qui sont dans le bus, me voyant, bon, ils seront d'accord que bon, j'ai fait la santé. Et tout ce que je vais leur dire, ils vont quoi? Mais si vous partez de vous-même, mon père, pour aller chercher peut-être même un braconnier là, il va te dire, restez là-bas, il va rentrer même derrière la maison, il va prendre le fils. Ce projet-là, vraiment, je dois être impliqué dedans parce que moi aussi, je dois, comme j'ai réussi les enfants, j'ai vu que c'est la vérité, je dois aussi faire tout pour tout à transmettre ces nouvelles à la population. Quittons à présent la région du soleil levant pour la région de l'Ouest, Cameroun, bassin de production de la filière avicole. Nous avons rencontré M. Kwotu Sangou, coordonnateur de l'Association camerounaise pour l'appui social, le bien-être et le développement communautaire à CAST. Cette organisation a parmi ses axes d'intervention la promotion de la santé communautaire, et la promotion de l'éducation inclusive, la promotion de la protection de l'environnement et la promotion des objectifs de développement durable ODD. Grâce à ces 39 agents de santé communautaire, ils ont réussi à mettre en place un programme de sensibilisation et de formation des acteurs de la filière avicole sur les protocoles de biosécurité afin de réduire la propagation de la grippe aviaire. Nous avons développé une activité sur la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine. J'ai fait la connaissance de ACAS, donc, qui par moment, il passait nous rendre visite. Notre collaboration nous a permis de partager les expériences dans la pratique avicole, beaucoup plus dans la santé animale. Dans nos échanges, ils nous ont appris comment est-ce qu'il faut faire pour éviter les maladies. Mais des difficultés ont été rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Nous avons des difficultés financières parce que nous n'avons pas de véritables bailleurs de fonds qui financent nos activités. Nous faisons avec nos moyens propres et puis la cotisation de nos membres, les petits revenus que nous recueillons à partir des petits projets que nous implémentons. Donc ça, c'est les difficultés que nous rencontrons. L'autre difficulté, c'est nos interactions avec les populations. Parce que déjà, sur le terrain, nous rencontrons des populations qui ont hérité des anciennes habitudes d'élevage de leurs parents. Et pour que celles-ci changent, il faut plusieurs descentes sur le terrain, plusieurs collaborations pour qu'ils puissent connaître, pour que ces populations puissent connaître l'impact des mesures que nous leur prodiguons pour pouvoir préserver leur sujet. Afin d'assurer la réussite des actions à mener,
Il a opté pour une approche collaborative avec d'autres acteurs institutionnels. Dans le cadre d'un partenariat ficelé entre le Minepia, ACAS, le ROCAM, l'autorité administrative, l'autorité traditionnelle. Ça, c'est des acteurs sur qui nous reposons pour pouvoir mener ces activités et pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons en début de chaque année. Cette collaboration aura permis de renforcer les capacités des 39 agents de santé sur la communication sur les risques et l'engagement communautaire, à véhiculer auprès des populations et des responsables des fermes avicoles pour le respect des règles d'hygiène et de biosécurité. Lorsque nous donnons donc ces conseils à travers nos agents de santé communautaire aux responsables de ces fermes, c'est pour que si ceux-ci respectent leur volaille, sera à l'abri de la grippe aviaire et d'autres maladies qui peuvent attaquer leur cheptel. Et aussi, quand vous voyez la disposition de cette ferme, regardez, je suis parti de la ville pour m'isoler ici. J'ai eu mon terrain grâce aux conseils qui nous ont prodigués, puisque j'ai levé au quartier. Lorsque je suis isolé, il n'y a pas trop de visites. Pour éviter encore la maladie, ils nous ont parlé de contact avec des animaux. Ils ont seulement appuyé ce que nous avons eu à l'école de formation. Par exemple, les oiseaux sauvages. Si vous voyez les alentours là, tout est fermé. Au niveau des grillages, regardez les mailles du grillage. Aucun oiseau sauvage ne peut entrer ici. Et vous savez, ces oiseaux sauvages sont beaucoup plus des propagateurs des maladies. L'autre conseil que nous prodiguons aux responsables des fermes, c'est le délai d'utilisation des vaccins et des antibiotiques sur la volaille. Parce que déjà, lorsque dans la ferme, lorsque un fermier, lorsque un responsable de la ferme utilise les antibiotiques et les vaccins sur les sujets, il faut qu'ils comprennent qu'il y ait un délai, un seuil qui ne doit pas dépasser, pour qu'au moment de l'utilisation de ces sujets par les consommateurs, que les poulets n'aient plus les antibiotiques dans leur corps. Il y a la prophylaxie médicale que nous appliquons en donnant les vaccins au sujet depuis le premier jour jusqu'au 21e jour. Il y a 3 vaccins que nous faisons et nous faisons également les rappels de ces vaccins. Lorsque nous nous mettons à utiliser trop de médicaments, on se rend compte qu'à la fin, là, le sujet a trop consommé. Et nous prenons des dispositions à ce que, par bande, nous utilisions au moins ces 3 produits et dont l'administration s'arrête au plus tard à 29 jours d'âge. Et aussi, ça donne une certaine confiance au consommateur. Le genre que le consommateur vient prendre le produit, lorsqu'il prépare, il se rend compte que la chair est bien dense. Parce que les produits que nous administrons au sujet, ça rend un peu la chair très, très molle. Et sur la santé animale même, lorsque vous administrez trop de produits là, à un moment donné, si vous avez une petite maladie, guérir encore la maladie devient difficile parce que vous avez passé les premières semaines à administrer trop de produits. Maintenant que le sujet est malade à partir du 30e jour, vous allez encore administrer quel produit. Il y aura déjà une certaine résistance dans le corps du sujet. Au sein de la région du littoral, dans la localité de Dibombari, nous avons rencontré le responsable de l'OSC Novia DH. Il a mis en œuvre un projet de sensibilisation sur les maladies hydriques. Ils ont mis l'emphase sur la lutte contre le choléra. Ce projet s'articule autour d'un plaidoyer auprès des différents acteurs locaux et met un accent sur la participation de la communauté éducative. Nous avons mené la mission dans le département du Mungo. Ceci parce que nous avons constaté que beaucoup d'enfants souffraient tellement de maladies hydriques par manque d'eau potable. Pour adresser ce problème, ils ont mobilisé plusieurs acteurs. Ensemble, ils ont conçu des actions à court,
moyen et long terme qui reposait sur les causeries éducatives, les techniques de potabilisation de l'eau et le respect des règles d'hygiène et de salubrité. Nous avons touché les écoles. Il y a une équipe de sensibilisation qui est passée pendant le premier semestre et nous avons eu à discuter sur 3 grands points. La première des choses, c'était la lutte contre le choléra. Deuxième des choses, nous avons parlé dans la cantine, sensibiliser les employés de la cantine. Et la troisième volet, c'était sur les difficultés. Par rapport au choléra, la fondation a mis sur pied un fourrage. Et cette fourrage a été traité. Il y a des filtres que nous avons mis là-bas et il est sauvé. Que l'eau soit buvable. Nous avons aussi les agents camotes qui sont passés là, qui ont pris une échantillon d'eau pour aller voir si c'est buvable. Nous avons également touché des points sensibles comme les restaurants. Après son passage, donc j'ai fait un certificat médical et je couvre aussi la viande. C'est quand le client vient que j'enlève le couvercle. Je me rassure bien que la viande est cuite. Donc, pour que ça ne dérange pas les clients. Donc je cuis à fond. Nous avons également touché des points sensibles comme le ménage. Sur les bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques consistent à la potabilisation des eaux, rendre l'eau potable avant de les consommer. C'est vraiment clair, parce que ce n'est pas aujourd'hui. La propreté, c'est depuis fort, parce qu'il fallait toujours que les enfants rentrent à l'école, avant de manger, on doit laver les mains. Et avant de préparer, on prend du temps pour préparer. Et on prend l'eau propre avant de préparer. L'eau de la fontaine, on prépare avec. Il y a les puits qu'il faut javeliser avant de préparer pour que les enfants n'ont pas de problèmes de santé. La franche collaboration entre les acteurs communautaires de cette localité aura permis de barrer la voie aux maladies hydriques tant au niveau des populations qu'au niveau de la communauté éducative. Lorsqu'on parle de la défense des droits des consommateurs au Cameroun, le REDCO se démarque de manière significative. Il a réussi à mettre en place des actions de plaidoyer, s'appuyant sur un cadre de concertation pluriacteurs autour de la problématique de la dépigmentation de la peau. Ils ont ainsi mis en exergue la relation causale entre la dépigmentation de la peau et la résistance antimicrobienne, ainsi que son impact sur la santé du couple mère et enfant. La dépigmentation volontaire a de nombreuses conséquences. Les nombreuses conséquences de la dépigmentation, c'est la résistance antimicrobienne, parce que de nombreux consommateurs ou utilisateurs de ces produits deviennent résistants aux corticoïdes, de fait de l'usage prolongé ou de l'automédication, parce que beaucoup utilisent ces produits sans prescription préalable des médecins. L'une des conséquences majeures de la dépigmentation sur le plan social, c'est qu'elle engendre des violences dans le cadre de la famille. Pour illustrer cela, on va vous parler par exemple le fait que de nombreuses épouses contraignent souvent leur mari à leur acheter des produits cosmétiques parfois de grande valeur. Et c'est là au détriment du bien-être de la famille. Parfois, certaines femmes vont jusqu'à dilapider tout le revenu familial lié à la nutrition parce qu'elles veulent s'offrir des soins de dépigmentation à des coûts parfois très élevés. Et nous avons aussi l'aspect de la dépravation des mœurs chez la jeune fille. Aujourd'hui, l'idéal montre que la réussite se fait par rapport à la peau ou les modèles, entre guillemets, de la société qui sont mis en exergue sont souvent ces dames qui se sont dépigmentées. Et à côté de la dépigmentation, il y a l'immoralité sexuelle qui est juste à côté. Pour adresser cette problématique aux multiples impacts, il était nécessaire d'associer une pluralité d'acteurs. Dans le cadre de l'engagement communautaire, tous les acteurs doivent être mis en branle. Et pour le plaidoyer au niveau institutionnel, on se réjouit déjà du fait que progressivement,
On a pu réunir tous les acteurs clés dans le cadre de ce plaidoyer. Nous dénotons aujourd'hui une dizaine des sectoriels. Nous avons déjà fait 2 réunions dans le cadre de ce plaidoyer au sein du Conseil national de la consommation. La réunion de mise sur pied de la plateforme multisectorielle de la lutte contre la dépigmentation de la peau. Dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre la dépigmentation de la peau, le réseau des défenseurs des droits des consommateurs REDCO a eu à mener plusieurs campagnes de sensibilisation. D'abord, en 2019, il y a eu une campagne qui a été baptisée Stop Dian sans danger de mort. Cette campagne de sensibilisation avait principalement pour objectif d'adresser les risques liés, les risques sanitaires liés à la dépigmentation volontaire. Il y avait un flyer qui faisait ressortir l'ensemble des pathologies, ou au moins l'essentiel des pathologies liées à la dépigmentation volontaire de la peau. Dans le cadre de sensibilisation, nous avons axé notre sensibilisation sur les cibles prioritaires, la femme, l'homme et la jeune fille. Parce que ces personnes sont les plus vulnérables sur cette problématique. Il y a eu toute une grande campagne qui a été menée à Douala Premier. La cible était véritablement les professionnels, c'est-à-dire les salons de beauté, ceux-là qui sont appelés à pouvoir produire ces différents soins de beauté aux femmes. Il était donc question de pouvoir les outiller, de pouvoir les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter, ou bien comment est-ce qu'ils peuvent sensibiliser à leur niveau également les femmes qui viennent chez eux pour pouvoir demander ce service de dépigmentation volontaire de la peau. Mon parcours dans l'esthétique va justement depuis 2005. En 2005, j'ai fait esthétique et en 2007, j'ai fait une formation en cosmétologie. D'où l'apprentissage de la formulation des crèmes, parce que quand on dit cosmétologie à cette époque-là, c'était justement la composition des laits. Voilà l'appellation la plus connue, la composition des laits. Je l'ai fait en 2007. Et de 2007 jusqu'en 2010, je faisais déjà ces préparations pour les femmes qui souhaitaient éclaircir leur peau. Et il faut dire que moi-même, j'étais devenue une adepte. Depuis l'âge de 16 ans, j'utilisais déjà les produits éclaircissants sans le savoir. Mais en 2015, je rencontre un groupe de dermatologues qui a décidé de former les esthéticiennes et les gérantes de parfumerie sur la notion des produits dépigmentants. Et ils nous ont justement parlé de tous ces méfaits-là. Malheureusement, moi, ça m'a touché particulièrement, ou alors heureusement aujourd'hui, je vais le dire. Naturellement, les sensibilisations n'étaient pas toujours faciles. Vous savez, lorsqu'on décide d'adresser une problématique comme celle de la dépigmentation volontaire, on a un public qui est hostile à ce genre de message. Parce que pour beaucoup, la peau brune, la peau blanche, c'est l'idéal, quoi. Donc, quand vous venez dire à ces personnes, à ces dames, à ces messieurs qui le font, que c'est pas bien, il y a des conséquences liées à ça, vous êtes mal reçu. En 2015, j'ai été sincèrement touchée parce que j'ai perdu un bébé à l'âge de 4 mois de suite d'anémie. Oui, j'ai perdu ce bébé et quand 7 ans après, je réalise que la dépigmentation volontaire cause l'anémie chez les nouveau-nés. Ça a tout bouleversé dans ma vie. Et tout de suite après cela, j'ai décidé d'arrêter la dépigmentation volontaire. Malheureusement, c'est pas facile. Mais on réussissait toujours à trouver le moyen pour pouvoir réussir à leur faire passer le message en disant, même si c'est votre vie, même si c'est votre corps, même si c'est votre peau, il n'en demeure pas moins que il y a des risques qui sont liés à ça. Personne ne peut acheter la maladie. Or, ce que vous faites, ce que l'on fait lorsqu'on s'engage dans la dépigmentation volontaire de la peau, c'est qu'on sort son argent pour acheter la maladie, pour acheter la mort, alors qu'on veut acheter la beauté. J'avais compris que je pouvais encore endurer pire. Si j'avais perdu un bébé, je pouvais moi-même choper un cancer ou je ne sais pas trop quoi. Après avoir pris connaissance de tous les méfaits de cette histoire-là, j'ai décidé complètement de tout arrêter. Donc, lorsqu'on utilisait des expressions comme ça, lorsqu'on communiquait sur ces risques-là, beaucoup de personnes se rétractaient et puis commençaient à nous dire « oui, c'est vrai, c'est parce qu'on ne connaissait pas, etc., etc. » Et nous avons eu de bons retours. Des personnes qui, après ces sensibilisations, ont commencé à assister à nos autres activités.
Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'en suis très fière parce que ça m'a permis de vraiment conquérir une autre nouvelle clientèle. On a une activité annuelle dédiée justement à ça, la semaine de lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. Il y a beaucoup de sympathisants qui ont commencé à assister annuellement à nos activités suite à cette sensibilisation-là. Il y a même beaucoup qui nous demandent comment est-ce qu'on peut faire pour revenir en arrière, pour réparer le corps lorsqu'on a déjà subi ça. Et il y a beaucoup de victimes qui sont revenues vers nous et on les a orientés vers des centres spécialisés justement avec lesquels nous avons des partenariats pour la prise en charge. Aujourd'hui, je prends soin des femmes qui veulent retrouver leur teint naturel, celles qui veulent entretenir leur peau. C'est devenu mon cheval de bataille en fait. Un cheval de bataille comme celui que mènent chaque jour ces femmes et ces hommes à travers leur dévouement et leur engagement communautaire au service d'une seule santé.